Le CNRS est le fer de lance de la recherche scientifique publique française, le premier de ce genre en Europe. Depuis 1939 et un peu avant, une initiative lancée d'abord sous le Front populaire par des savants et des savantes nobelisés, par ailleurs engagés dans la cité, qui savaient que l'investissement dans la science, dans la connaissance, est essentiel au progrès humain, à l'émancipation et à la société. Le présider, M. Dauxois, ne sera pas une mince affaire néanmoins, car des vents mauvais soufflent sur la recherche publique. C'est sur les défis que vous devez affronter que je vous interrogerai. 4 questions en mode rafale. Votre prédécesseur Antoine Petit s'est alarmé in extremis des coupes budgétaires décidées sur ordre du Premier ministre. 20 millions d'euros sur le budget 2026. C'est en fait énorme pour les labos. La coupe s'ajoute aux 500 millions d'euros de charges obligatoires non compensées depuis 2 ans. Toute la communauté scientifique est vent debout et a raison. Comment comptez-vous défendre les budgets, sachant que les craintes sont fondées que la mise en crise budgétaire du CNRS, organisée par les gouvernements macronistes depuis des années, pourrait enjoindre la direction à geler les recrutements et le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures et équipements? Une question sur les personnels et leur carrière. Depuis des années, l'ambiance est morose dans les labos, les vaches sont maigres, la course aux primes en déprime plus d'un, l'évaluation et la mise en concurrence entretenue y compris par l'ancien PDG qui assumait une vision dite darwinienne de la science via Sequilabs, annulée, a contribué à cette atmosphère. Comment comptez-vous concrètement reconstruire la confiance dans la communauté CNRS? Quid des rémunérations scandaleusement basses et du remplacement des chercheurs qui partent et partiront bientôt en retraite? Une question sur les sciences humaines et sociales. Alors que les macronistes, la droite dure et l'extrême droite les caricaturent, voire entendent les éradiquer par ignorance, comment voyez-vous leur insertion dans le centre, et en particulier via l'INSHS? Autre point, comment envisagez-vous la recherche appliquée? Quand sera-t-il de l'injonction à l'innovation et à la création de start-up à visée marchande qui peut menacer l'autonomie scientifique ou à tout le moins altérer la vocation institutionnelle du centre de développer d'abord la recherche fondamentale? Alors étant chercheur au CNRS dans une autre vie, je précise que je ne participerai pas au vote. Mes collègues du groupe Insoumis fixeront le leur à l'issue de cette audition. Merci. Sur la deuxième série de questions, oui, il y a eu des coupes budgétaires. Vous avez évoqué la possibilité, M. Arnaud Saint-Martin, de geler les recrutements. Jamais. Ça serait vraiment créer se faire seppuku. La France se ferait seppuku. C'est impossible à imaginer. Il faut avoir un petit peu les chiffres, les ordres de grandeur à l'esprit. 500 millions d'euros ont été, donc la trésorerie du CNRS, c'est 1 milliard d'euros fléchés, gagnés à l'Europe et à l'ANR par l'excellence des chercheurs. Les CNRS ont récupéré la moitié des projets ERC que la France a obtenus, alors que le CNRS ne représente que 15%, donc c'est vraiment majeur. Ce milliard est fléché sur des activités scientifiques. Le PDG du CNRS, quel qu'il soit, ne peut pas l'utiliser. À côté, il y avait 500 millions qui viennent de ce qu'on appelle les overheads, c'est-à-dire les sommes qui viennent à côté pour encadrer la recherche. Cette partie-là a disparu. Ces 500 millions ont disparu pour un effort budgétaire qu'en tant que citoyen, je peux comprendre. La hauteur de la demande qui a été faite au CNRS est très importante, il faut avoir à l'esprit. Chaque année, le CNRS recrute 360 ingénieurs techniciens, 270 chercheurs. Si on multiplie par un salaire, vous l'avez dit, qui n'est pas très élevé, disons 70 kg euros payés par le CNRS, ça fait 40 millions d'euros. On compare 40 millions d'euros à 500 millions d'euros. Donc c'est des sommes qui sont très importantes. Geler le recrutement, ça voudrait dire fermer les laboratoires de recherche très vite, parce que les doctorants ne commenceraient plus leur thèse, les étudiants en master ne commenceraient plus leurs études en master. C'est la fin de la France. Qui a envie de fermer ce rideau-là? Investir dans la recherche est le choix le plus rationnel pour préparer l'avenir. Et la vraie question, M. Saint-Martin, n'est pas de savoir si nous pouvons nous permettre d'investir dans la recherche, c'est de savoir si nous pouvons nous permettre de ne pas le faire. Il faut avoir à l'esprit ce point-là. Donc, nous tiendrons compte des conditions au bord. Nous aurons peut-être des ajustements à faire, mais il n'y aura pas cette question-là. Sur les sciences humaines et sociales, c'est une part très intéressante du CNRS, en lien avec l'interdisciplinarité. Les SHS font des choses extraordinaires au CNRS, que ce soit sur des questions d'inégalité dans tous les sens, sociales, sur des questions d'archéologie, l'archéologie sous-marine portée par les travaux de Jean-Yves Lempereur sur ce qui se passe sur le phare englouti d'Alexandrie sont très intéressantes et font rêver les jeunes filles et les jeunes garçons, donc c'est très intéressant. Je pourrais parler du langage, il y a énormément de sujets très intéressants. Et le point très important, c'est que si on veut faire de la recherche sur le climat,
Si on veut faire de la recherche sur la santé, on ne peut pas le faire en autarcie sans inclure les gens des sciences humaines et sociales. Il y a des avancées qui ont été découvertes, notamment sur la différence entre les femmes et les hommes, sur les AVC ou sur le traitement suite aux AVC. Il y a justement un projet ERC extrêmement intéressant sur ces questions-là qui le met en valeur. Et donc il faut inclure les sciences humaines et sociales au même titre que les autres. Il faut être aussi exigeant avec les sciences humaines et sociales qu'avec les autres mesures. On y sera garant avec toute mon équipe. Vous avez parlé de recherche appliquée, vous avez utilisé le terme de marchande. J'ai déjà entendu ce titre-là. Je pense qu'il faut peut-être avoir une vue, peut-être un peu plus ouverte. La science suscitée par des questions des entreprises amène à de très jolis problèmes scientifiques par eux-mêmes, de recherche fondamentale. Ça peut vous paraître abstrait, mais c'est la réalité. Il y a eu un changement de paradigme complet lors des dernières années des 2 derniers mandats d'Antoine Petit, qui a vraiment changé complètement la vision d'un laboratoire. Tout chercheur n'a pas à faire de l'innovation. À titre personnel, je n'en ai jamais fait. En revanche, j'ai vu de près des applications apportées par la recherche fondamentale vers le monde économique. Et inversement, j'ai vu des questions posées par des ingénieurs d'entreprise dans mon laboratoire, soit sous la forme de thèses-chiffres, extrêmement intéressantes et suscitant après des courants de recherche. Donc je pense que c'est un domaine qu'il faut avoir et éventuellement porter dans le laboratoire.